Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder une question technique mais essentielle en vente en l'état futur d'achèvement. La VFA, les deux méthodes de calcul utilisées pour déterminer les premiers appels de fonds. On les appelle la méthode additive et la méthode soustractive. Le titre de cette vidéo est donc « Méthode additive, méthode soustractive, le calcul de paiement en VFA ». Nous allons voir pourquoi ces méthodes existent. Comment elles s'appliquent concrètement. Quels sont leurs enjeux juridiques et financiers? Et comment elles influencent directement le montant de l'acompte exigible au moment de la signature d'un contrat? Pour bien poser le décor, rappelons le cadre général. La VFA repose sur un principe simple, l'acquéreur paie le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ce principe est inscrit dans le Code de la construction et de l'habitation. À l'article R. 261-14. Ce texte impose un échelonnement strict, 35% maximum à l'achèvement des fondations, 70% maximum à la mise hors d'eau, 95% maximum à l'achèvement. Et le solde, soit 5%, au moment de la livraison. Ce dernier versement peut d'ailleurs être consigné en cas de réserve. Ces plafonds agissent comme de véritables garde-fous. Ils évitent que l'acquéreur paie trop tôt des sommes disproportionnées. Reste une question importante, entre la signature de l'acte authentique et l'achèvement des fondations. Quel montant peut-on réclamer immédiatement? C'est précisément là qu'interviennent les méthodes additives et soustractives. Ce n'est pas un simple détail technique. C'est une traduction concrète de la volonté du législateur. Éviter toute avance excessive. Et maintenir une stricte proportionnalité entre l'argent versé et l'état réel du chantier. Regardons d'abord la méthode additive. Elle consiste à additionner la valeur du terrain et les dépenses déjà engagées par le promoteur avant la signature. Cela peut inclure des frais de démolition, des études techniques, des sondages de sol, ou encore des travaux préparatoires indispensables. En clair, on part du prix du terrain, auquel on ajoute tout ce qui a déjà été payé pour mettre le chantier en état de démarrer. Un exemple concret permet de mieux comprendre. Si le terrain représente 25% du coût total, et que les frais préalables s'élèvent à 5%, le promoteur peut réclamer 30% du prix dès la signature. Et si le terrain représente 30%, on atteint directement le plafond légal de 35%. L'intérêt de cette méthode est clair. Elle permet au promoteur de valoriser ses investissements et de sécuriser une part importante du prix dès le départ. C'est particulièrement pertinent dans les zones urbaines tendues, où le foncier représente souvent entre 25 et 50% du coût global. Mais il y a aussi des limites. Cette méthode peut alourdir l'effort initial demandé à l'acquéreur. Devoir payer 25 ou 30% dès le départ peut poser un problème de financement et générer des intérêts intercalaires importants. En d'autres termes, si la méthode additive soulage le promoteur, elle peut fragiliser l'acquéreur. Passons maintenant à la méthode soustractive. Ici, la logique est inversée. On part du premier plafond légal, soit 35% au stade des fondations, et on retranche la valeur estimée de ces fondations. Si les fondations représentent environ 15% du prix global, 35 moins 15 donne 20%. L'acquéreur ne paie donc que 20% à la signature. Et les 15% restants seulement lorsque les fondations sont effectivement réalisées. Cette approche est jugée plus équilibrée pour l'acquéreur. Elle limite l'acompte initial et colle mieux à l'avancement réel du chantier. En revanche, elle est moins favorable aux promoteurs, qui disposent de moins de liquidités dès le départ. Mais sur le plan juridique, elle est considérée comme plus sûre, car elle correspond mieux à l'esprit protecteur du texte légal. Arrêtons-nous un instant sur la pratique professionnelle. Les notaires, notamment dans les grandes villes où le foncier est très cher, recourent fréquemment à ces deux méthodes. Dans la pratique, le montant exigé à la signature oscille souvent entre 20 et 30% du prix. Mais la règle reste intangible, chaque appel doit correspondre à l'avancement réel du chantier. Cette position a d'ailleurs été confirmée par une réponse ministérielle de 2004, rappelant que les appels de fonds doivent rester proportionnés à l'avancement effectif, et qu'aucun paiement forfaitaire ne peut être exigé indépendamment du chantier. Et qu'en dit la jurisprudence? Même si les décisions portant spécifiquement sur additives et soustractives sont rares, plusieurs arrêts posent des principes fermes. La Cour de cassation, en mai 2019, a jugé qu'une clause imposant un versement anticipé disproportionné est réputée non écrite. Dès 1999,
La Cour d'appel de Paris avait rappelé que les appels de fonds doivent toujours être justifiés par l'état réel du chantier, et non par une simple clause contractuelle. Puis en 2015, la Cour de cassation a encore insisté, la protection de l'acquéreur prime sur les pratiques professionnelles, ou sur la valeur du terrain. Ces décisions montrent clairement que les méthodes additives et soustractives sont des outils pratiques, mais qu'elles ne doivent jamais servir à contourner les plafonds fixés par la loi. Voyons enfin les conséquences pratiques. Pour l'acquéreur, la méthode additive implique un effort financier plus lourd dès le départ, alors que la soustractive apporte davantage de souplesse. En revanche, pour promoteur, la méthode additive renforce la trésorerie initiale, tandis que la soustractive impose une gestion plus serrée. Quant aux notaires et aux banques, leur mission est de vérifier que l'échéancier respecte la loi, et que chaque appel correspond bien à l'état du chantier. Sans cette conformité, la banque ne débloquera pas les fonds. Illustrons maintenant avec 2 cas concrets. Premier cas, un appartement en VFA vendu 400 000 euros. Le terrain vaut 30%, soit 120 000 euros. Et les frais préalables représentent 5%, soit 20 000 euros. En appliquant la méthode additive, on atteint le plafond légal de 35%, soit 140 000 euros réclamés à la signature. Deuxième cas, même chiffre, mais méthode soustractive. Les fondations représentent 15%, donc 35 moins 15. Résultat, 20%, soit 80 000 euros. À la signature. Puis 15%, soit 60 000 euros. Au moment où les fondations sont achevées. Sur le plan fiscal, chaque versement déclenche immédiatement la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. L'État encaisse donc ses recettes au fur et à mesure. Pour l'acquéreur, les droits de mutation restent réduits, entre 2 et 3%, bien inférieurs à ceux de l'ancien. En résumé, la méthode additive favorise le promoteur, car elle valorise le terrain et les frais initiaux. La méthode soustractive favorise l'acquéreur, car elle colle mieux à l'avancement réel. Mais dans tous les cas, la règle d'or reste la même, jamais plus de 35% avant les fondations, 70% à la mise hors d'eau, et 95% à l'achèvement. Ces plafonds ne sont pas négociables. Voilà pour cette vidéo consacrée aux méthodes additives et soustractives en VFA. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un thème tout aussi stratégique, la cession d'un contrat de VFA. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Pensez à vous abonner pour suivre toute la série complète. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques, ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.